Pourquoi les diplômés algériens ne sont pas riches? Le modèle économique de rente qui a été laissé et construit à la fin de l'occupation coloniale reste en vigueur alors qu'il est complètement au détriment de l'Algérie. Durant 132 ans d'occupation de l'Algérie par la France, il était interdit aux Algériens d'être de vrais protagonistes dans la vie économique du pays. Aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup changé. Les intellectuels ont hissé drapeau blanc et ont presque tous choisi de recevoir des ordres plutôt que d'en donner. Ils ont choisi d'être des salariés exactement comme durant les 132 ans d'occupation coloniale et non des patrons. Lorsqu'on regarde le classement des plus grandes fortunes en Algérie, cela saute aux yeux que ceux qui sont les plus riches sont inévitablement ceux qui n'ont pas fait de longues études. D'un côté, cela s'explique du fait qu'ils étaient les moins exposés à la manipulation mentale, qui se fait aujourd'hui à travers le modèle d'éducation, un modèle complètement tourné vers le dénigrement de l'Algérie et l'embellissement de tout ce que peut être apparenté à l'Europe et ce, de la part même des éducateurs algériens. Un voyage à Paris pendant les congés est comme un vrai pèlerinage, plutôt qu'un retour au village considéré comme étant exotique puisque les Algériens sont à tel point abrutis qu'ils considèrent leur propre pays où ils vivent comme l'étranger, leur vraie patrie de cœur étant bien sûr en Europe. D'un autre côté, cela répond à une tendance mondiale, selon le magazine américain Forbes dans son classement des 793 milliardaires que comptait le monde en 2010. Les 2/3 provenaient de familles plutôt pauvres et surtout n'avaient pas continué les études au-delà de 14 ans. L'explication réside dans le fait que plus on avance dans les études et plus on tombe facilement dans le piège de gagner l'argent très vite sans transpirer et donc d'être des salariés. Or, le salarié est le seul opérateur économique qui chaque mois consomme ou détruit pratiquement tout son capital, et donc mois après mois, année après année, il se retrouve dans un perpétuel recommencement, alors que l'entrepreneur est plutôt dans une logique de renoncement, de privation, se contentant de ne consommer que le profit et non le capital. Et c'est ce que va expliquer que sur la liste des milliardaires dans le monde on trouvera des gens qui ont quitté l'école à 14 ans mais pas de médecin, d'avocat ou de notaire, dès lors qu'ils ont resté dans des activités qui garantissent des revenus certains mais qui, au revers de la médaille, ne permettent pas des revenus extraordinaires. Les Algériens étaient toujours absents de l'industrie, c'est-à-dire de là où le patrimoine se forme sur des bases solides pour parcourir plusieurs générations d'héritiers pour durer des siècles. Pourquoi cette phobie des Algériens pour l'industrie? Il existe une manœuvre de manipulation des Algériens de la part des Européens qui a beaucoup marché et elle réside dans un vrai enfumage élitiste et dans une véritable mystification du secteur industriel. On a fait croire aux Algériens que le secteur industriel était trop compliqué et exigeait tellement de capitaux. Ce qui n'est pas vrai. L'industrie est juste une autre façon de penser. Cette manœuvre s'est accompagnée aussi par un comportement du secteur financier et bancaire pour dissuader les Algériens de s'impliquer dans l'industrie. Les Algériens qui présentent un bon projet industriel avec les garanties nécessaires à leur banque se voyaient découragés d'y penser à sa place. On leur propose de l'argent pour financer une voiture toute neuve. Des crédits disponibles pour tout sauf les moyens de production de richesse. Quelle solution? Si les banques qui tout appartiennent au système jouent contre l'entrée des Algériens dans le secteur industriel, comment peuvent-ils contourner cet obstacle pour conquérir leur part du gâteau? Il faut commencer par la démystification du secteur industriel et ensuite faire fonctionner le cerveau pour entrer dans ce secteur même sans capitaux et nous allons voir comment. Démystification, lorsqu'on pose la question aux opérateurs économiques en Algérie de savoir ce qu'est l'industrie, la plupart d'entre eux répondent qu'il s'agit d'une grande usine qui emploie de centaines d'employés et dispose des dizaines de machines et qui coûte des millions de dinars voire des milliards. Ce qui est faux. L'industrie ne se définit pas par rapport à son capital ou à la quantité de son personnel mais à l'objet de son existence. Le dictionnaire définit l'industrie comme un ensemble d'opérations qui concourent à la production de la richesse par la transformation des matières premières. Transformer la matière première peut se faire même sans machine. Ici, il s'agit de présenter sur le marché un produit qui ne soit pas dans sa forme originale, primaire, dans son conditionnement naturel. Sur le plan pratique, si vous récoltez le maïs au champ et vous le cuisinez et le servez à vos clients, nous sommes en face d'une industrie, parce que vous avez effectué une opération de transformation. À l'origine, ce maïs n'est pas cuit. Le seul fait de le cuire et le proposer sur un marché qui l'accepte est ce processus qu'on appelle en économie la création de la richesse, parce que votre action a ajouté de la valeur au maïs initial et cette valeur est reconnue par des clients potentiels prêts à payer quelque chose en plus pour l'acheter et c'est ce quelque chose en plus qu'on appelle la plus-value, à ne pas confondre avec le profit qui lui est présent partout même dans le commerce tout court ou dans la pure spéculation financière.
Si votre maïs plaît toujours à plus de monde, la marmite et votre cuisine où vous avez démarré ne vont plus suffire, il vous faudra un local plus grand. Au début vous étiez le seul employé pour cuire et livrer toujours plus de clients et en même temps cuisiner. Maintenant vous seul ne suffisez plus. Il faut recruter de nouveaux collaborateurs. Ensuite, vous vous rendez compte qu'il est bête de vous limiter à quelques fournisseurs qui ne respectent pas leur engagement alors que vos clients vous attendent. Vous comprenez donc que vous avez besoin de vos propres plantations de maïs avec un nouveau personnel pour s'en occuper convenablement et vous livrer selon les délais bien précis correspondant à vos exigences. Ensuite, vous voudrez être présent sur le marché toute l'année, c'est-à-dire pendant 12 mois et non plus juste pendant 3 mois. Alors vous ne contentez plus sur la pluie pour arroser votre champ mais vous l'irriguez afin d'avoir pas de moins de 4 récoltes par an. Les salaires que vous verserez à tous ces collaborateurs concourent à la création effective de richesses parce que non seulement vous donnez une plus-value à un produit mais tous les salaires versés permettront d'acheter des produits, d'envoyer des enfants à l'école, d'hospitaliser des malades, etc. Vous seul, avec votre idée initiale de maïs, aurez réussi à faire bouger et vivre tout un monde. C'est comme ça que naît une industrie et c'est comme ça que les 2/3 des milliardaires de classement de Forbes ont commencé. Patriotisme, il y a quelque chose qui caractérise les plus grands milliardaires du monde lorsqu'on lit leur biographie, ils aiment tous leur pays. Si vous détestez votre pays, si vous vous réveillez chaque matin convaincu que si vous n'avez pas d'argent, c'est forcément la faute des politiciens, de l'État, des Arabes, des Chaouis, des Kabyles, des Mzabis, des Touaregs, etc. Vous êtes durablement installé dans une logique défaitiste et il ne peut pas y avoir de miracle pour vous sortir de votre trou. Et si nous avons besoin d'un milliardaire qui peut nous inspirer, le voici, Amancio Ortega, espagnol, né le 28 mars 1936, fils d'un cheminot, il est obligé de quitter l'école à 14 ans parce que son père n'a pas d'argent pour payer ses études. Il va donc travailler dans une boutique de textile comme coursier. Il donne des coups de main pour mettre un bouton, faire un ourlet, coudre une fente. Pendant 13 années, il observera le magasin et le comportement des riches qui le fréquentent. Il comprend qu'il y a une faille, le magasin n'a pas beaucoup de clients, tout simplement parce que les riches ne sont pas aussi nombreux que la population. En 1966, il épouse Rosalia Mora qui n'a que 22 ans et a quitté l'école à l'âge de 11 ans pour manque d'argent et depuis ses 13 ans, elle est couturière dans une entreprise de sa ville natale à Corogne. Les deux amoureux vont vivre dans la plus grande misère pendant 7 ans et puisqu'ils n'ont aucun diplôme, ils sont tous les deux classés comme apprentis, jusqu'en 1973 lorsqu'ils en ont marre. Ils vont claquer la porte et lancer leur propre affaire. Ils se partagent les tâches, Amancio qui était coursier dans l'autre société fera le commerce et Rosalia Mora restera à la maison où elle coudra les vêtements dans un angle de la maison avec leur propre marque sur les habits que Rosalia coud, dénommé Goa. C'est le nom du mari mais à l'envers Amancio Ortega Gaona. 2 ans après, ils ont épargné assez d'argent pour louer leur première boutique. Et c'est en 1975 que la boutique va prendre le nom de Zara. Le coup de génie du couple, c'est de démocratiser les habits de luxe, et ça marche. Ils vont commencer par les peignoirs avant de s'attaquer à la caisse, les robes pour femmes. Aujourd'hui, Amancio est le plus riche d'Espagne avec une fortune estimée à 31 milliards de dollars, 7e fortune mondiale. L'homme est réputé très discret. Sa fille Marta qui doit bientôt hériter de tout ça a été formée de manière étrange, avec un faux nom, elle a été pendant des années simple vendeuse au comptoir d'une des 2000 boutiques du groupe de son père. Et pendant tout ce temps, devait apprendre à se débrouiller avec son salaire que son supérieur lui versait chaque mois, sans se douter qu'il avait affaire à sa patronne de demain. En 2011, son groupe Inditex qui contrôle déjà 10 magasins à New York, va faire une acquisition qui va faire parler les journaux, 3600 mètres carrés de boutique au cœur de Manhattan pour 324 millions de dollars. Rosalia Mora a été classée comme 3e fortune d'Espagne et considérée par Forbes comme la self-made woman la plus riche du monde avec 4,5 milliards de dollars, 195e fortune du monde. Quelle leçon pour l'Algérie? En Algérie, on est fier d'afficher qu'on est docteur, professeur, médecin, avocat, notaire etc. Mais qu'on est vendeur d'arachides, pousseur, docker, photographe ambulant etc. Le regard de la société les rend mal à l'aise. Mais mon vrai message est celui du couple que je viens de citer, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui pousseur qu'on va le rester, ce n'est pas parce qu'on est vendeur d'arachides aujourd'hui qu'on va le rester. Au contraire, ceux qui ont souffert, pour peu qu'ils ont pris conscience de la souffrance et de la misère, sont mieux portés à réussir que les autres. Parce que la route vers la réussite est comme une revanche contre les adversités passées de la vie.
On est obligé de réussir parce qu'on a trop de comptes à régler avec tous ceux qui nous ont fermé la porte un jour, tous ceux qui nous ont piétinés, tous ceux qui nous ont craché dessus. La réussite s'impose pour vous donner la joie d'envoyer balader tous ceux qui ont dit un jour que vous étiez des nuls, des orphelins ou des incapables. Les Algériens ont la fâcheuse habitude de croire et de faire croire qu'ils sont les seuls au monde qui souffrent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans le monde entier les gens souffrent, il y a des drames humains, liés à la mort d'un proche, mais aussi à des événements qui mettent à rude épreuve la solidité des couples, des familles. Mais devant tout cela, il y a ceux qui abdiquent et ceux qui refusent la fatalité. D'un côté, cela s'explique du fait qu'ils étaient les moins exposés à la manipulation mentale, qui se fait aujourd'hui à travers le modèle d'éducation, un modèle complètement tourné vers le dénigrement de l'Algérie et l'embellissement de tout ce que peut être apparenté à l'Europe et ce, de la part même des éducateurs algériens. Un voyage à Paris pendant les congés est comme un vrai pèlerinage, plutôt qu'un retour au village considéré comme plutôt pauvre et surtout n'avait pas continué les études au-delà de 14 ans. L'explication réside dans le fait que plus on avance dans les études et plus on tombe facilement dans le piège de gagner l'argent très vite sans transpirer et donc d'être des salariés. Or, le salarié est le seul opérateur économique qui chaque mois consomme ou détruit pratiquement tout son capital exotique puisque les Algériens sont à tel point abrutis qu'ils considèrent leur propre pays où ils vivent comme l'étranger, leur vraie patrie de cœur étant bien sûr en Europe. D'un autre côté, cela répond à une tendance mondiale, selon le magazine américain Forbes dans son classement des 793 milliardaires que comptait le monde en 2010, les 2/3 provenaient de familles changées. Les intellectuels ont hissé drapeau blanc et ont presque tous choisi de recevoir des ordres plutôt que d'en donner. Ils ont choisi d'être des salariés exactement comme durant les 132 ans d'occupation coloniale et non des patrons. Lorsqu'on regarde le classement des plus grandes fortunes en Algérie, cela saute aux yeux que ceux qui sont les plus riches sont inévitablement ceux qui n'ont pas fait de longues études. Pourquoi les diplômés algériens ne sont pas riches? Le modèle économique de rente qui a été laissé et construit à la fin de l'occupation coloniale reste en vigueur alors qu'il est complètement au détriment de l'Algérie. Durant 132 ans d'occupation de l'Algérie par la France, il était interdit aux Algériens d'être de vrais protagonistes dans la vie économique du pays. Aujourd'hui, les choses n'ont pas beaucoup